À tous, aujourd'hui vidéo de cinéma survivaliste. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart de mes vidéos cette série sont sur mon compte Patreon. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film exceptionnellement bien fait que j'ai regardé ce soir parce que toute la famille est sortie et donc j'ai travaillé et quand j'en ai eu marre, eh bien j'ai regardé ce film. Il s'agit de Beast of No Nation. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, probablement. Il est réalisé par un auteur américano-japonais dont j'ai oublié le nom, mais qui a une consonance japonaise et qui est visiblement un très très bon réalisateur. L'histoire se passe en Afrique. Le film semble être tourné au Ghana. En tout cas, la végétation est typiquement celle de l'Afrique de l'Ouest. Et les gens ont effectivement une tronche de gens de l'Afrique de l'Ouest, du moins celle que je me souviens. Le Ghana, c'est un très beau pays d'ailleurs. Un pays qui a beaucoup de succès. Enfin, il est tourné au Ghana, mais il ne se situe pas. L'histoire campe une de ces euh, guerres civiles, ethniques, tribales qui ont lieu malheureusement parfois en Afrique, comme au Rwanda, mais aussi en Sierra Leone ou en Guinée, dans les années 90, et depuis longtemps déjà dans le Kivu ou dans l'est du Congo, où pendant ces guerres, des différentes factions armées, des sous-groupes vaguement, avec des idéologies vaguement politiques, mais qui sont en réalité des groupes ethniques menés par des brigands, des chefs de guerre, anciens militaires parfois, mais souvent vraiment des gens ambitieux, plus ou moins ceux qui sont plus politiques et ceux qui sont plus simplement des chefs de bandes guerrières, eh bien, se combattent et sur le dos de la population locale qui est tantôt asservie, tantôt pillée, violée, tuée, tantôt mise en esclavage, tantôt simplement dérobée de quoi subvenir aux besoins de ces bandes de soldats. Et c'est donc une histoire vraie dans son mécanisme et dans sa structure. Lorsqu'il y a des effondrements de civilisation, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique au cours de ces guerres, eh bien, les, euh, les enfants qui sont malléables, influençables et qui sont plus faciles à endoctriner que des adultes, sont mis à contribution pour devenir des soldats, ces fameux enfants soldats que l'on retrouve dans les guerres dans d'autres continents. Ce n'est pas une particularité de l'Afrique. Les jeunes ou très jeunes soldats peuvent être, s'ils sont endoctrinés, des soldats particulièrement fanatiques, particulièrement comment dire, j'allais dire indomptables, mais c'est pas le mot, mais féroces et sans peur, parce qu'ils n'ont pas encore, d'abord leur cerveau n'est pas terminé, n'est pas mature, et aussi ils peuvent être conditionnés, dans le cas de l'Afrique, c'est de ne pas avoir peur des balles, puisqu'on leur a dit qu'ils sont sous protection magique, par exemple. Alors ça ne marcherait pas en Europe, mais enfin, nous avons eu des jeunesses hitlériennes combattre comme des jeunes lions par exemple en Normandie, où une division SS Hitlerjugend s'est battue farouchement. Et donc, ce n'est pas que l'Afrique qui a ces enfants soldats, il y a eu également en Asie, donc dans le continent asiatique, des enfants qui ont été embrigadés et qui se sont battus lors de différentes révoltes, je pense à celle du 19e siècle des Taiping, mais aussi lors de l'époque communiste, parmi les enfants, enfin les combattants les plus sauvages des gardes rouges, c'était des très jeunes. Alors là, je ne dirais pas que ce sont des enfants, mais c'était des jeunes adultes ou des adolescents. Bref, revenons au film. Donc, dans Beast of No Nation, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, dans le conflit, est séparé de sa famille, qui se fait tuer. Enfin, je vous raconte un peu, je vous déflore l'histoire du film un petit peu. Mais l'histoire n'est pas importante pour ceux qui connaissent l'Afrique. D'ailleurs, ce film m'a rappelé en mieux Blood Diamonds, si vous l'aviez vu, et en beaucoup mieux des films qui avaient été faits, dont le nom m'échappe. Euh, Souvent, les films qui traitent de l'Afrique sont teintés de politiquement correct, où on met des méchants blancs qui tuent des noirs, alors que en réalité, euh, je pense que les blancs font des dommages en Afrique en voulant bien faire. En tout cas, je parle de l'humanitaire, hein, je ne parle pas de l'exploitation éventuelle des ressources. Là, d'ailleurs, on voit que ce film est très réaliste. On voit
des Chinois ou des Asiatiques en tout cas qui font tout de suite des affaires avec les rebelles. On voit, on imagine que c'est pour des ressources naturelles du sous-sol. On voit très bien le réalisme de la situation où on voit, ben voilà, il y a les Nations Unies, et les Nations Unies, et ça aussi, les Nations Unies en Afrique sont souvent des Africains. Là, on voit des soldats nigérians qui font partie des Nations Unies. On voit souvent que, effectivement, ces efforts des Nations Unies ou d'ONG en Afrique, bon, moi j'ai bossé là-dedans, je connais assez bien dans les années 90, j'ai bossé un peu partout en Afrique. Il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de détournements d'argent, mais il y a aussi des gens qui font bien, et il faut le dire, y compris des Africains. Par exemple, on voit une scène où cette bande de jeunes guerrieros tombe sur un convoi qu'ils attaquent, qu'ils démolissent, et ils capturent notamment un ingénieur qui vient pour réparer un pont. Évidemment, ils l'abattent, et bon, regardez le film en vaut vraiment la peine. Mais, euh, mais cet ingénieur est africain et il y a des Africains très bien éduqués qui travaillent, etc. Ce film est très réaliste parce qu'il ne dépeint pas l'Afrique comme une bande de sauvages qui se battent entre eux et qui sont à moitié cannibales. Ça existe. Mais l'Afrique comporte aussi énormément de villes, de villages, de routes, de réseaux, d'infrastructures qui sont tant bien que mal entretenues malgré le climat difficile et effectivement les conflits et les différentes guerres qui sont souvent ethniques et souvent causé par le découpage, il faut le dire, de ces pays lors de la décolonisation, découpage qui n'est pas basé sur des ethnies, sur des peuples, donc sur des nations, et où on a essayé de créer des nations là où, à cheval, des frontières à cheval sur des tribus, on a mis des tribus hostiles dans le même pays, etc. Donc forcément, ça amène des problèmes, et ces problèmes ont été évidemment augmentés par la démocratie qui n'est pas basée en Afrique sur la philosophie des idées, et sur le débat entre hommes égaux, mais sur le nombre, le simple nombre, donc le calcul évident est celui de la démographie. Plus une ethnie va avoir d'enfants, plus ceux-ci vont compter dans les votes, et par le jeu de la démocratie, eh bien, vont mettre au pouvoir un représentant d'une ethnie qui va spolier le pays et faire du clientélisme à son avantage, et évidemment au désavantage des ethnies minoritaires. Alors d'ailleurs, le Ghana est une exception. Le Ghana est un pays qui marche très très bien, qui a su bien gérer ses ressources du sol, notamment l'or. Les mines Ashanti sont vraiment très belles. En plus, c'est une très belle région. Toute la région des lacs avec les barrages sur la rivière Volta. Et sinon, d'autres pays marchent très bien en Afrique. Il ne faut pas imaginer que l'Afrique, c'est un immense continent de bordel et de conflits. C'est clairement un pays, un continent où il y a de la surpopulation, à mon sens, et beaucoup de corruption, et parfois des guerres. Et donc, ce film nous montre ce jeune enfant dont le nom m'échappe, parce que, évidemment, je ne peux pas m'attacher à un personnage qui est tellement loin de moi, mais enfin, évidemment, il joue très bien. Les acteurs jouent vraiment très, très, très bien. Les adultes, vraiment un jeu d'acteurs exceptionnel qui montre vraiment, avec un réalisme inouï, la personnalité des Africains, notamment des jeunes. On voit très bien comment ils jouent, comment l'autorité peut s'imposer par le prestige, par la force. On voit tout ça aussi par l'habillement de ces jeunes. Il y a en Afrique un profond amour et respect des fringues qui impressionnent, notamment chez les militaires, non un bel uniforme, mais ici, dans les cas des rebelles, un mélange de voodoo animiste. Alors, c'est pas le terme voodoo, parce que ça vient des Caraïbes, mais on pourrait dire juju, de cette mélange de sorcellerie. Il y a un sous-jacent de cannibalisme qu'on sent dans le film qui est très bien fait, un peu de pédophilie parce que voilà, c'est des soldats, il y a des enfants, et on sent voilà, un aspect très réaliste et très glauque de la guerre dans ces régions, avec les massacres de civils, les massacres des gens, la prostitution des femmes, les viols. On sent, et les combats sont très très bien faits dans l'esprit de comment sont ces combats entre milices pas très bien formées, assez médiocrement équipées, mais enfin quand même assez bien équipées sur des stocks militaires des différents pays qui eux-mêmes étaient équipés souvent par l'Union soviétique à l'époque
voire par la Chine, la Corée du Nord, ou par la France ou les États-Unis. Et donc, les scènes de combat sont assez réalistes, assez justes. C'est pas le grand truc spectaculaire, etc. C'est bien fait. On voit que la supériorité, enfin, le fait d'une faction d'avoir, par exemple, on va dire des aerial assets, des actifs aériens, enfin des moyens aériens que sont typiquement les hélicoptères, fait des ravages dans la partie opposée. Et évidemment, les troupes qui perdent, qui subissent, se refont une santé dans les villages où ils pillent, ils se nourrissent sur la bête et attrapent justement des enfants qui les endoctrinent assez facilement et dans l'esprit de marche ou crève où tu nous rejoins ou je te tue et on t'endoctrine, eh bien font des soldats peut-être pas efficaces mais assez loyaux jusqu'à un certain point. Et le film le montre très bien les rapports de force qui existent entre des chefs de guerre et leurs troupes. J'ai trouvé le film aussi très juste parce qu'on s'imagine toujours les soldats africains étant un truc bordélique, etc. Non, 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 ils peuvent être très disciplinés si le leader est charismatique et s'il joue, et c'est le cas dans ce film, de ce mélange justement de mysticisme, de sorcellerie, de religion, de terreur. Et en fait, j'ai pu le constater dans les quelques expériences que j'ai eues en Afrique, qu'il y a à la fois une certaine nonchalance, un aspect débonnaire comme ça, mais aussi une capacité d'être très dur, très discipliné euh, et très courageux. Alors courageux avec l'aide de drogue, de stupéfiants et de croyances, mais néanmoins, de tout ce qu'on j'ai pu voir, tout ce on m'a raconté des différentes guerres en Afrique, j'ai des amis sud-africains qui ont participé à des guerres en Angola et au Mozambique, et en plus au Zimbabwe à l'époque de la Rhodésie. Il me disait que les Africains peuvent faire de très très bons soldats. De très très bons soldats. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais je tiens à le dire et je tiens à reconnaître la valeur au combat de nos frères d'armes d'un autre continent. Et donc, nous voyons l'évolution de ce jeune enfant qui est forcé à devenir adulte bien trop tôt et bien malgré lui, évidemment, mais qui est obligé de passer par des épreuves assez atroces pour pouvoir être accepté, pour pouvoir bouffer, simplement, et finalement faire partie de cette équipe parce que c'est une question de survie. Alors, les leçons qu'on peut en tirer de de ce film, qui est lui-même tiré d'un livre d'un et je crois même que le titre du livre était inspiré d'une chanson de Fela Kuti, très bon musicien, euh, fils du grand. Non, le fils il s'appelle. Non, le père s'appelait Fela Kuti, le fils s'appelle Kuti aussi, mais je ne me souviens plus de son prénom, mais il fait des très bonnes chansons. Chante très bien, il a une très belle voix. Bref, c'est un des nombreux fils de ce grand chanteur d'afrobeat nigérian que j'apprécie, même s'il a été très prolixe en musique, donc je ne connais pas tout son répertoire. Bref, non, ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, c'est que vous devez voir ce film et vous devez le montrer à tout le monde, car ce film vous montre ce qu'on est en train d'importer en Europe. Et ça, c'est important parce que autant les continents changent, les gens, lorsqu'ils ils ne changent pas, ils sont ce qu'ils sont. Et pour certains qui ont été enfants soldats, les avoir ramenés ici, c'est quand même prendre des risques énormes. Et donc c'est important de voir ce film pour se rendre compte de ce qu'on a fait venir chez nous. Pas tout le monde est comme ça, mais une partie. Et aussi du type de sauvagerie que ces gens sont capables de faire et que l'humain est capable de faire. Mais enfin, en Afrique, ils ont moins oublié que nous d'être ce qu'est l'être humain. Et donc ça, c'est une première raison pour laquelle il faut voir ce film. La deuxième raison, c'est il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire, on voit que voilà, en situation de crise, les rapports de voisinage, la famille est dénoncée par quelqu'un de voisin, ils doivent être réglés avant qu'il y ait des gros problèmes qui arrivent. On voit aussi que le village de départ de cette famille, de cet enfant, n'a pas préparé sa défense. Alors certes, parfois une milice ne peut pas faire le poids face à une armée, mais mieux vaut avoir un poids même très faible que pas de poids du tout. Donc là, on voit très bien qu'il y a un manque de préparation. Bon, c'est comme
les Yazidis en Irak, en Syrie, ils n'avaient pas prévu de se faire zigouiller par les djihadistes. Et bien là, pareil, on voit pas de préparation. Et puis, ben, autant on évacue les femmes et les filles et certains enfants, ben, les hommes et les jeunes garçons restent dans le village et doivent se défendre. Et lorsque les armées ennemies débarquent dans votre village, peut-être qu'il faut aussi fuir et se cacher. Et donc prévoir des cachettes, ça se fait, hein. Il y a beaucoup de villages, je sais qu'en Afrique, j'ai été dans le sud-est du Congo, beaucoup de villageois, pour ne pas subir des raids successifs de rebelles et autres, ou de chefs de guerre, ou finalement des criminels en bande organisée, eh bien, avaient organisé des huttes dans les forêts, des grottes, des caches avec de la nourriture, avec de l'eau, et avec des récipients pour aller à la rivière prendre de l'eau, etc. Parce que c'était l'expérience qui en était sortie. C'est-à-dire qu'on n'attend pas cul nu de se faire piller, violer, tuer et mettre en esclavage, devoir bosser pour que 3 semaines plus tard ils reviennent, ils rebrûlent, puis ensuite c'est les ennemis qui arrivent et qui vous punissent d'avoir aidé sous la pression des autres et ainsi de suite. Et donc ce va-et-vient de, de difficultés est très malsain et nécessite des stratégies d'évitement, de cache et pour survivre. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, euh, on ne peut pas demander à un enfant, à un jeune, d'être prêt à ce genre d'expérience. C'est juste impossible. Moi-même, mes enfants, jusqu'à leur adolescence, je ne leur parle pas d'effondrement, de violence, de choses, parce que je veux qu'ils vivent leur vie d'enfant, je veux préserver leur innocence, je ne veux pas que mon éventuelle paranoïa, je ne pense pas l'être, mais si je devais l'être, je ne veux surtout pas qu'elle entache leur vie. Et puis ensuite, petit à petit, j'amènerai les informations, mais je ne leur volerai pas leur enfance avec mes idées. Et donc, j'essaie de les responsabiliser petit à petit, mais certainement pas à les préparer à des trucs comme extrêmement violents, comme nous risquons de vivre ces prochaines années. Donc, ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas, je crois, former les enfants, à moins de justement vivre dans ces pays, et à ce moment-là, former les enfants dès leur plus jeune âge à crapahuter dans la jungle, etc. Mais enfin, on ne peut pas non plus leur préparer un avenir en allant à l'école et en essayant d'en faire des enfants capables de se mouvoir dans un monde globalisé et de survivre à la guerre tribale et la guerre ethnique en mettant en se cachant dans les forêts. Donc, donc c'est sûr que ça c'est une tâche peut-être au-delà de ce qu'on peut demander à un parent de former ses enfants, sauf cas exceptionnel, mais en réalité extrêmement rare. En revanche, prévoir voilà, des cachettes. Donc, ces enfants qui survivent tant bien que mal, c'est surtout psychologiquement que le dommage va être fait. Donc, en fait, la vraie survie, j'en parlerai dans mon prochain bouquin sur la peur, la vraie survie, lorsqu'on a subi des traumatismes tels que voilà, être embrigadé dans des actions guerrières extrêmement sauvages, ce qui a été le cas en Afrique. Moi, j'ai connu des gens qui m'expliquaient, un peu comme les gardes rouges en Chine, que elles, je n'ai pas connu, mais qui me disaient, voilà, on a dû, pour certains, ils ont dû tuer leurs parents, ils ont dû mitrailler leurs parents avec une arme, ils ont dû leur tirer dessus euh, pour prouver leur loyauté à leur nouveau chef de guerre. C'était ça où ils étaient tués eux aussi. Il y en a d'autres qui ont dû estropier des gens, leur couper les bras, leur couper des mains à coups de machette pour montrer qu'ils faisaient partie de l'équipe, et s'ils ne le faisaient pas, ils allaient être abattus aussi. Donc, ce sont des situations évidemment d'un autre monde, mais qui sont en fait très humaines, hélas, et que nous avons oubliées dans notre civilisation, tant mieux. Mais depuis peut-être plusieurs milliers d'années, mais enfin, quand vous regardez les massacres qu'il y a eu pendant la guerre de 30 ans, je pense que la Deuxième Guerre mondiale ne peut même pas entrer en comparaison, à moins peut-être quelques exactions vraiment terribles qu'il y a eu en Russie, en Biélorussie, en Ukraine. Mais oui, on pourrait comparer aussi la terreur des soviétiques sur les paysans. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses tellement difficiles qu'on ne peut pas difficilement s'y préparer, à moins justement de regarder ce genre de film. Et donc l'utilité de ce genre de film est
justement d'avoir une... Alors ne montrez pas ce film aux enfants tout, jeunes, mais je pense qu'à partir de 13-14 ans, ça peut passer avec un petit peu de pédagogie autour en disant, tu vois, euh, voilà ce qui est en train d'arriver et voilà ce qui se passe et c'est terrible et moi j'ai aucune solution si ce n'est qu'en fait il faudrait redessiner d'abord il faudrait laisser l'Afrique tranquille, ne pas bidouiller dedans. Enfin, c'est pas nous qui décidons. Et puis également refaire les frontières sur des bases ethniques et non pas sur des trucs géographiques ou des latitudes et des longitudes décidées à la fin du 19e siècle, à la conférence de Berlin. Donc, et pendant la décolonisation dans les années 50-60. Bref, voilà. Donc, très très bon film. Voilà, alors après, c'est vrai que l'amateur de bushcraft va être frustré parce qu'en fait, en Afrique, il y a tellement à bouffer et à boire un peu partout qu'en fait, on se démerde assez facilement, surtout en Afrique de l'Ouest, où est censé, enfin, géographiquement, et on voit bien la couleur de la terre, le type de végétation, et typiquement, c'est en dessous de la bande sahélienne, et des très très belles régions, très vertes, très magnifiques. Et Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, la nature est magnifique dans ces grands pays. Et j'oublie le Bénin et le Togo entre eux. Bref, les films à voir parce que il donne des idées, il nous permet de nous préparer psychologiquement parce que je crains que si nous avons un effondrement vraiment violent des économies, le crime et la criminalité et la violence va s'organiser de cette manière, avec des bandes armées, avec des jeunes, beaucoup de jeunes, c'est pas des vieux de 60 ans, 70 ans qu'on va enrôler dans des milices armées, ce seront des jeunes. Et les jeunes, ils sont très très vite remis dans le... Et là, il n'y a pas de... Oui, non, mais j'ai piscine. C'est tu fais comme on te dit, et tu le fais avec enthousiasme en plus, ou sinon, t'es mort. Voilà. Film à voir, Beast of No Nation, je mets le lien à sa fiche ci-dessous et préparez-vous.